Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast avec Olivier Ezrati et moi-même Fanny Bouton. Aujourd'hui, on va faire de nouveau un petit point sur l'actualité du quantique. Un mois après notre premier podcast, il s'est passé des choses parce qu'évidemment, ça s'accélère un petit peu. Et entre autres, eh bien, on a appris que Google avait confirmé l'annonce qui avait été faite comme quoi ils avaient atteint la suprématie quantique avec 53 qubits. Mais entre-temps, IBM, du coup, a aussi fait des annonces et tu vas nous expliquer un petit peu ça. A priori, donc, en ajoutant de la mémoire SSD, il pourrait faire encore mieux que Google. Est-ce que j'ai bien compris, Olivier? Raconte-nous tout. Alors précisément, la veille de la publication dans Nature du papier de Google, qui est devenu le papier officiel qu'on avait vu il y a un mois, IBM effectivement a publié un autre papier qui fait 39 pages où ils disent qu'avec une certaine quantité de stockage additionnel sur le supercalculateur IBM Summit, ils pourraient réduire le temps de calcul qui avait été estimé par Google à 10 000 ans à environ 2 jours et demi. Donc ils passent de 10 000 ans à 2 jours et demi, sachant que Google est à 3 minutes. Donc, IBM n'a pas écrasé Google. Ce que IBM indique avoir fait, c'est avoir trouvé une solution permettant de rendre un temps de calcul qui est inhumain, parce que 10 000 ans, c'est inhumain, hein, c'est plus que l'histoire moderne de l'humanité. Quand on passe ça à 2 jours et demi, ça devient un temps humain. Mais le temps de calcul d'IBM représente quand même, si j'ai bien compris, environ 1400 fois le temps de Google. Donc, il y a quand même 3 ordres de grandeur en puissance de 10 de plus dans le temps de calcul d'IBM. Bon, donc, ils en sont à faire des annonces pour continuer à gagner un petit peu, marquer le terrain, en fait. Hein. Ça reste de la com parce que ça reste toujours des choses qui ne sont pas... Bah, voilà. c'est de la com, mais c'est de la com de scientifique, hein, parce que le papier de 39 pages d'IBM, qui est complété par un article dans un blog, il y a tout un argumentaire technique, scientifique. Le principe de base, c'est que ce qu'IBM a fait, c'est qu'ils ont démontré que l'algorithme d'émulation du calcul quantique tournant sur l'ordinateur quantique de Google, ils pouvaient le distribuer plus efficacement sur les processeurs de leur ordinateur. Et ils ont démontré qu'en rajoutant du stockage en SSD, on verra combien tout à l'heure, ils pouvaient en fait réduire significativement le temps de calcul. Et c'est assez logique parce qu'en fait, quand on veut faire de l'émulation d'un ordinateur quantique dans un ordinateur traditionnel, on est obligé de simuler en mémoire des matrices très très grandes, qui font une taille qui augmente de manière exponentielle avec le nombre de qubits. Donc cette matrice étant très très grande, soit on a une capacité de calcul en mémoire et on va plus vite, soit on a moins de capacité de calcul, de stockage, et on est obligé de faire des allers-retours avec le stockage et c'est plus lourd. Donc, ce qu'IBM a dit, c'est qu'en rajoutant, alors tiens-toi bien sur les calculs, on vient de les refaire là, en rajoutant 64 pétaoctets de SSD à leur ordinateur, ils pouvaient effectivement passer de 10 000 ans à 2 jours et demi. Alors, je me suis renseigné pour savoir ce que ça faisait, 64 pétaoctets. C'est beaucoup de stockage, hein. On a fait le calcul, c'est beaucoup de stockage. En gros, avec les techniques actuelles de stockage de SSD sur des racks dans des data centers, il faudrait l'équivalent de 6 racks et demi, modulo le type de SSD utilisé. Mais c'est quand même assez lourd. Et IBM a présenté sa solution, mais ne l'a pas testée. Ils ont dit, voilà, si on rajoute 6 racks de SSD, avec notre algorithme, voilà ce que ça donne en temps de calcul. Alors, Mais 6 ils racks l'ont de pas fait. SSD. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Donc en fait, ce que Google a présenté n'était pas malhonnête puisqu'ils ont montré une comparaison entre leur algorithme tournant sur l'ordinateur quantique et le best in class, en gros, d'un algorithme équivalent tournant sur l'IBM Summit tel qu'il est équipé aujourd'hui. Et IBM dit, en rajoutant du stockage, on peut aller plus vite. Voilà. Mais ils l'ont pas fait. Bon. Donc Moi, en fait, j'aimerais bien revenir. ils ont tous les deux raison sur le fond. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, tu as Google qui a fait un test correct. D'autre côté, IBM dit, en modifiant les paramètres, on peut améliorer le résultat du calculateur non quantique. Mais je pense, en regardant un petit peu les choses de près, que c'est peine perdue, parce qu'il suffit que Google ou un autre rajoute quelques qubits, et ça va multiplier à chaque fois par 2 le nombre de SSD rajoutés, voire de SSD au carré. Donc finalement, quand on sera à 60 qubits, IBM ne pourra plus raconter des salades en disant qu'en rajoutant des SSD, ils vont réussir à faire la simulation, quoi.
Ouais, est-ce que tu peux me dire, ça fait combien de SSD au total? Parce que c'est bien 6 racks de SSD, mais pour monsieur et Bah, madame c'est fait X, l'équivalent, j'ai calculé que ça faisait l'équivalent, attends, je fais le calcul, je vais te le ça dire, fait c'est 16 l'équivalent 000. de 16 000 SSD de 4 téraoctets. Ça fait pas cher. Sachant que dans un laptop courant aujourd'hui, les SSD font souvent entre 128 gigaoctets et 512 gigaoctets. Si on achète un PC Tour, on peut aller sur plusieurs téraoctets. Et un SSD de 4 téraoctets aujourd'hui, je crois que ça coûte dans les 1000 euros, aux alentours, plus de 1000 euros, je crois. Ouais, ça reste pas Bah, encore accessible à tout le monde, hein. tu fais 16 000 fois, bah, ça fait quand même quelques millions de dollars, quoi, donc à rajouter à la machine. Donc en fait, les gens d'IBM n'ont pas pu acheter comme ça 6 racks de SSD à plusieurs millions de dollars, pour la simple raison que l'ordinateur ne leur appartient pas. Il a été livré au département d'énergie américain dans un labo américain, qui Mhm. est un labo fédéral, qui, à mon sens, doit être opéré par une autre boîte qui s'appelle Battelle. Donc, résultat des courses, IBM n'a pas pu rajouter le SSD en question. Donc, ils ont fait un calcul théorique sur le gain que ça permettrait d'apporter. D'accord. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est que ça consomme, hein, c'est 16 000 Oui, SSD en ouais. rack. Bah, même en mettant de côté les SSD, l'ordinateur qui sert de référence, l'IBM Summit, il consomme 12 mégawatts. Alors, j'ai fait un calcul un petit peu à la louche. Un ordinateur quantique tel que celui de Google, je pense qu'en théorie, il devrait consommer moins que 20 kilowatts. Alors, il semblerait qu'il faille quand même des ordinateurs autour dont j'ai du mal à obtenir les données sur la consommation. Mais en gros, la partie purement quantique, c'est moins de 20 kilowatts. On va dire 15 kilowatts, ce qui est la référence du marché, sachant que l'énergie qui est dépensée, elle sert surtout au frigo, hein, au système de cryostat qui refroidit à 15 millikelvin la partie du calcul, qui doit être Mhm. extrêmement froide. Donc on a en termes de puissance brute un rapport de, si je ne me trompe pas, de 1 à 1000 à peu près. Sauf que dans un cas, le calcul dure 3 minutes et dans un autre cas, il dure 1400 fois ça, c'est-à-dire 2 jours et demi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, à la louche, l'énergie dépensée par la solution d'IBM, sans compter les SSD qui ont été rajoutés, c'est 1 million de fois plus que l'énergie consommée par l'ordinateur quantique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, même avec le résultat qu'IBM a présenté, un rapport de 1 à 1 million en énergie, un rapport de 1 à 1400 en temps de calcul. Donc ça montre quand même ce qu'on appelle, pas forcément la suprématie quantique, mais ça montre ce qu'on appelle l'avantage quantique. Mhm. L'avantage quantique, c'est quand l'ordinateur quantique présente un plus par rapport à l'ordinateur classique, le supercalculateur classique, qui est soit lié à l'énergie, soit lié au temps de calcul, soit lié à d'autres paramètres qu'on peut mesurer. Donc ici, on a deux rapports qui sont de plusieurs ordres de grandeur dans le temps de calcul et dans l'énergie consommée. Et dans le coût de la machine d'ailleurs aussi. Et dans les mètres carrés occupés. Donc dans tous les cas de figure, l'ordinateur quantique d'IBM, l'ordinateur quantique de Google sur ce cas présent, sur cet algorithme dont on avait déjà parlé la dernière fois, qui est un algorithme qui ne sert à rien, à peu de choses près, pas à grand chose, on a quand même un rapport dans toutes les dimensions qui est favorable au quantique. Ok. Donc c'est quand même Euh, pas mal. Donc c'est quand même pas euh, mal pour l'ordinateur quantique, même si on est au milieu du gué, puisque ça ne sert pas à grand-chose. Il va falloir augmenter sérieusement le nombre de qubits pour pouvoir exécuter des algorithmes qui sont très utiles du point de vue industriel. Mais bon, c'est une étape clé. c'est encore une étape clé. Et tu penses que ça va être quoi la prochaine étape dans cette petite guerre là entre tous les constructeurs, en sachant que par exemple les Chinois communiquent pas trop, qu'on a qui va être le prochain à dégainer d'après toi? Et Bah, sur quoi? il suffit de regarder les annonces qui ont déjà été faites les 12 derniers mois de processeurs quantiques avec un plus grand nombre de qubits que 50. Alors, il y avait historiquement Google qui, en mars 2018, avait annoncé 72 qubits, mais là, ils sont revenus à 53. Mais entre-temps, il y a eu fin 2018 IonQ qui a annoncé, je crois, 129 qubits à peu près. Bon, sauf Mhm. que pour l'instant, il n'est pas benchmarké, il n'est pas testé. Il semblerait que les taux d'erreur qu'ils obtiennent là-dessus soient pas trop mauvais, mais on attend un bench. Et le jour où IonQ, dans lequel Samsung vient d'annoncer un investissement d'ailleurs la semaine dernière, donc le jour où cette société américaine sera capable de tester ces 129 qubits, alors je peux te dire que là, la suprématie quantique elle sera réellement atteinte, quoi.
puisqu'on pourra exécuter des algorithmes qui réellement, là, seront d'un tel ordre de grandeur en termes de taille de calcul qu'aucun supercalculateur, même celui d'IBM en rajoutant tous les SSD qu'ils veulent, ne pourra pas faire. Donc, c'est ça la prochaine étape. La prochaine étape, c'est en gros entre 70 et 100 qubits, ou voire au-delà de 100 qubits. Bon, modulo les incertitudes scientifiques qui restent très élevées sur le sujet, parce que beaucoup de physiciens disent qu'il est très difficile de stabiliser un grand nombre de qubits. Plus on en rajoute, plus c'est dur de les intriquer, plus c'est difficile de les stabiliser. Et donc, il y a une énorme inconnue encore aujourd'hui. Ça génère des erreurs, voire ce qu'on appelle la décohérence, c'est-à-dire la fin d'intrication entre les qubits. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce sujet-là, mais je ne serais pas étonné quand même que dans les quelques années qui viennent, peut-être même moins que quelques années, on soit capable de démontrer qu'on puisse aller au-delà de 60 qubits. Ok. Bon, écoute, alors ça sera peut-être IonQ, ça sera peut-être du qubit au silicium, même s'il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps, avec la filière Intel ou la filière du CEA. Dans celles qui prétendent aller au-delà de 50 qubits, c'est celle que j'ai en tête. Il y a les atomes froids aussi, qu'il ne faut pas négliger. On a une start-up en France qui s'appelle Pascal qui travaille là-dessus. Il n'est pas impossible qu'aussi, avec les atomes froids, on arrive à faire des choses intéressantes, mais il faudra probablement un peu plus d'années de mise au point. Ok. Bon, on a fait le tour de l'actu de cette semaine sur le quantique. J'espère que j'ai rien oublié, parce qu'en fait, il y a eu l'histoire de Google, l'histoire d'IBM. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que la presse en a dit. La presse, elle est un peu perdue, parce que c'est très difficile d'évaluer aussi bien les dires de Google, qui sont répartis sur 70 pages, qui sont quand même pas forcément abordables comme un des mortels. Le document d'IBM, il fait 39 pages, il est aussi compliqué à comprendre. Il est résumé dans un article de blog. Là-dessus, les communicants ont pris le relais. Les médias ont pris le relais, ce qui fait qu'à la fin, on est perdu, quoi. Enfin, quand je dis on, c'est le lecteur lambda, quoi. On est facilement perdu. Donc, certains disent que ça y est, l'ordinateur quantique va casser tous les codes de sécurité et RSA. Et les clés RSA sont foutues. Oui, mais ça c'est ce qu'on entend depuis des mois. C'est ce qu'on entend depuis un bout de temps, mais c'est revenu sur le coup de l'annonce de Google. Et donc, non, pas encore. Oui, on a même vu des gens qui confondaient, donc tout ce qui était l'arrivée d'une intelligence artificielle suprême, le point de singularité, et la suprématie quantique, ce qui est. Oui. Ça, on a vu ça dans des grands papiers de journaux. Ouais. Ça, c'est l'exemple de manque de compréhension de ce que c'est que l'ordinateur quantique. Et d'ailleurs, une autre compréhension qu'il va falloir qu'on développe, c'est arriver à comprendre l'intersection réelle qu'il y a entre le calcul quantique et l'intelligence artificielle. Il se trouve qu'effectivement, certains types de réseaux de neurones vont pouvoir être entraînés grâce à des algorithmes qu'on appelle le quantum machine learning. Bon, il semblerait néanmoins que ce ne soit pas la principale application intéressante du quantique pour l'instant, puisque la quasi-totalité des réseaux de neurones qu'on veut entraîner aujourd'hui, on arrive à les entraîner avec les moyens du bord, avec des processeurs NVIDIA ou des équivalents. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin du quantique dans les cas les plus courants d'aujourd'hui, en tout cas pour le traitement de l'image ou le traitement du langage. Par contre, pour des besoins scientifiques très pointus, notamment en tout ce qui est chimie organique, voire même en chimie inorganique, en physique des matériaux, peut-être que ça aura une utilité. Mais mais bon, ça va pas permettre, un ordinateur quantique ne permettra jamais d'avoir un Skynet ou d'avoir une pensée. Ça va pas le rendre intelligent et il va pas avoir sa propre pensée grâce à ça. Non, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à casser, parce qu'il y a plein de gens qui, en lisant les articles qu'on voit dans la presse, c'est ce qu'ils comprennent. Et il faut vraiment qu'on désamorce ce sujet-là, parce que c'est pas du tout le cas. Oui, il y a du boulot. S'il fallait traiter tous ces mythes, on n'en finirait pas. Ouais, non, mais bon, c'est bien de leur dire de temps en temps. Il faut le rappeler, effectivement. Bon. Sinon, tu voulais que je te parle un petit peu, alors on va dériver. Oui, toi, tu étais en Chine alors pendant la semaine. Ouais, moi j'ai fait un petit voyage avec Huawei. On est allé à Hong Kong et Shenzhen pour voir un petit peu, accompagner des startups qui avaient gagné un challenge Smart City, donc des startups qui vont aider à des solutions pour les villes intelligentes. Et on a eu entre autres la chance d'aller chez Hanson Robotics, qui est incubé dans le centre de recherche de Hong Kong. Donc voilà, et puis comme c'est un peu une occasion rare, toi tu avais des questions à me poser par rapport à ça. C'est clair, parce que ça fait partie
Hanson, Hanson c'est Robotics, Sophia, voilà. le premier robot qui a eu une nationalité et autres. Et en général, on la croise de très loin sur scène. Mm. Moi, j'avais réussi à faire un selfie avec elle au CES quand elle passait dans un couloir, mais en courant, en bousculant 200 Ouais, personnes pour ouais, pouvoir ouais, je passer. me rappelle avoir vu aussi, ouais, effectivement. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as vu de près qu'on ne savait pas déjà, et notamment en termes de sophistication du dialogue homme-machine, puisque c'était ça le point clé. Après, le réalisme du robot, peu importe. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que la partie mécanique des membres n'est pas spécialement développée par rapport à Asimo de Honda ou d'autres robots. Mm. C'est vraiment la partie dialogue homme-machine et le réalisme du visage qui sont censés marquer le coup, quoi. Qu'est-ce que tu as vu de beau alors? Alors, bah, qu'est-ce que j'ai vu de beau? Alors déjà, j'ai appris que, il y avait 21 Sophia. Et là, ce jour-là, j'avais la 17e. Il n'y a pas une Sophia, en fait, il y en a eu plusieurs de créées et elles ont différentes tâches en fonction de la sortie. Donc, c'est pas une Sophia qu'on voit tout le temps. Je pense qu'il y a 2 modèles qui sont sortis et d'autres qui servent à faire des. Et tu veux Comment? dire que c'est des générations différentes ou ils en ont fabriqué plusieurs en parallèle? Non, c'était des générations différentes D'accord. et qui sont pas dédiées à la même chose. Je pense que si elle reste assise sur scène, sur siège et en fonction de type de questions qu'on va lui poser, voilà. Celle que j'avais, par exemple, savait pas bien sourire. Elle avait pas les bons mécanismes pour D'accord. faire un beau sourire, alors qu'il y en a une qui, a priori, le fait beaucoup mieux. Donc voilà. Donc là, j'ai vu la 17 sur 21. On avait sur les photos, on voyait un petit numéro 17 à l'arrière du crâne dans la bulle plastique. C'est pas mal, oui, oui. Non, non, donc ça, voilà, ça fait partie des petits détails, tu vois, je le savais absolument pas et c'était hyper intéressant. L'autre chose, c'était de savoir qu'ils ont énormément bossé, en effet, ils essayent de travailler tout le réalisme du visage. On va vraiment vers une tentative de faire du Blade Runner, c'est de se dire, bah, c'est même au toucher, alors qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir l'approcher, la toucher, donc on se dit ça n'a pas d'intérêt, faisons juste un truc qui Mhm. va donner cette expression. Mais pas du tout, ils vont jusqu'à en fait faire chauffer. Alors, c'est une peau donc synthétique, hein, elle est vraiment très très douce. C'est vraiment pas très loin de la peau humaine. Je pense que les yeux fermés en feraient la différence, mais quand même, c'est très doux, très, très agréable. Mais surtout, ils vont jusqu'à chauffer. Elle est tiède en fait. Donc quand on la touche, elle est pas froide, Mais elle elle est fait à pas. 37 degrés pile poil ou pas? Parce J'ai que pas été mesurée, j'avais pas de capteur, j'ai pas de thermomètre avec t'as moi. pas Je de le saurai la thermomètre prochaine sur fois. toi? Je vais prendre mon thermomètre, tu sais, pour les Ouais, enfants ouais. là, à distance. Infrarouge, un thermomètre Voilà, infrarouge. exactement. Ou comme ils utilisent à Hong Kong quand tu arrives à l'aéroport pour voir si tu as de la Mm. fièvre et s'il faut te mettre en quarantaine. Mais donc voilà, elle est tiède et donc quand tu la touches, il n'y a pas ce contact de c'est un objet. Ça pourrait être quelque chose de vivant. Bon, après, il n'y a que son visage parce qu'elle a quand même, faut pas oublier, l'arrière du crâne qui est transparent et où on voit tout un tas de mécanismes derrière, ce qui fait qu'on sait tout de suite qu'elle n'est Et pas est-ce humaine. qu'elle avait des membres, celle que tu as vue? Non, Des donc là, bras et des jambes? elle était C'était posée juste le sur buste? un pied, elle était juste branchée pour faire des tests et D'accord. discuter. Donc, il lui avait enlevé les membres. Si, alors, elle avait des mains, mais c'était vraiment des mains robotiques. J'ai fait une petite photo, tu sais, où je lui serre Mhm. la main. Allez voir sur mon Instagram, @fanny'sparty, ou sur mon compte Twitter, vous pourrez voir. C'est vraiment les mains robotiques articulées. On a l'impression d'avoir la main de Terminator Et je quand trouve il que, est tombé enfin, dans la compte lave. tenu de ce que j'en ai vu, en tout cas dans les conférences ou ailleurs, la partie physique des mains et des jambes, elle n'est pas du tout sophistiquée par rapport à l'état de l'art. C'est pas Non, le et c'est best in class, pas en en fait, fait, hein. voilà, mais en fait, c'est pas ce qu'ils veulent travailler en premier. Ce qu'ils voulaient travailler en premier, c'était donc ce fait de pouvoir discuter avec une Mm. machine et que ça devienne une interface, pas comme un objet, pas comme nos Google Assistant ou autres. C'est-à-dire que, on est, l'impression de parler à quelqu'un et que du coup, il y a une empathie qui se crée. Le mot empathie est revenu vraiment, c'est créer un lien, créer un voilà. Alors, c'est vrai que pour la plupart, finalement, on dit souvent: «C'est assez raté». On est plus dans la vallée de l'étrange, ça fait plus peur et finalement, c'est plus facile de discuter avec un petit dots, que ce soit le Alexa ou le Google Mhm. ou même le Siri, d'Apple. Ça fait moins peur au final parce que justement, c'est bizarre ce côté humain. Mais bon, son créateur, hein, il croit vraiment beaucoup. On a beaucoup discuté avec, Douglas, comment il s'appelle déjà? Attends, Mais je t'as pas cherche. vu Ben Goertzel, par exemple, qui est le gars qui développe le framework SingularityNet, qui est censé Non, animer le non, robot. on a vu que Doug Glenn. Voilà, je recherchais D'accord. son nom. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a David Henson, qui est le patron de la boîte. Il y Mmh. a Ben Goertzel. Et j'ai découvert qu'il y avait un autre gars qui était chez eux. En fait, comment j'ai découvert ça? Il se trouve que toute l'équipe de Hanson Robotics va intervenir au Web Summit dans 10 jours. Oui, bah, ils y vont Et- régulièrement. Moi, je les avais vus il y a 2 ans là-bas. Non, non, voilà. Et j'ai rencontré aussi un autre Français,
qui bosse là-bas, qui s'appelle Stéphane Leroy et Mhm. qui bosse sur toute la partie software du robot aussi. Et tu sais d'où il Euh, vient? Il vient d'où précisément ou non, on pas? n'a pas Non. eu le temps de discuter de tout ça, mais en tout cas, il m'a laissé ses contacts et j'espère pouvoir continuer à échanger avec lui parce Ouais, que c'est intéressant, c'est euh, intéressant. c'était Et hyper alors, est-ce que tu as intéressant pu de voir. tester le dialogue avec Alors, cette oui, demoiselle? donc c'était bien parce qu'au début, ils nous ont fait une petite démo très classique, etc. Et bon, c'était assez rigolo parce qu'ils nous demandent, ils lui ont posé des questions assez basiques comme quelle est la température à Hong Kong, voilà. Ok. Et c'est Alexa, c'est vrai. répondre, c'est bon, là. Voilà, et c'est ce que je me suis dit, c'est Alexa, c'est répondre. Mais après, ils ont quand même eu l'honnêteté de nous passer le micro. Alors, ils expliquent que c'est un micro-main pour communiquer avec Sophia, juste parce que bah, souvent sur tous les événements, etc., en effet, c'est très bruyant autour. Et en effet, ils savent pas, un robot ne sait pas encore regarder une personne et savoir être attentif qu'à cette conversation-là. Elle entend tous les bruits et elle a du mal à analyser de qui Pourtant, vient il la. existe des technologies, notamment chez Google, qui permettent de faire ce qu'on appelle la reconnaissance de la parole en multimodal, c'est-à-dire qu'en lisant sur les lèvres et en même temps en écoutant le bruit en stéréo. Ouais, mais ça, tu vois, c'est pas Et bon, mis en voilà, place dans ils aucun l'ont pas robot fait. qu'on Ouais. a vu. Et en effet, donc là, pour se simplifier la tâche et éviter déjà l'erreur de savoir qui écoute, il y a ce fameux micro-main donc, que tu prends en main Mm. comme ça. Et donc, on lui a posé des questions. Et moi, tout bêtement, je lui ai dit que penses-tu du robot Pepper de, euh, Mm. de SoftBank Robotics? Et bon, évidemment, alors elle a compris, mais ça doit être mon accent français. Elle m'a répondu où pousser le poivre. Donc, forcément, Oui, sur d'accord, ok. donc elle a entendu poivre, elle a Oui, mais entendu elle n'a pas Pepper. tenu compte du contexte de Et la elle n'a pas discussion. tenu compte du reste de la question, elle est partie. Et en fait, on s'est rendu compte que la formulation de la question était très importante et on a tous posé des questions qui étaient du langage classique humain qu'un cerveau humain est capable d'analyser et Mm. qu'elle n'y arrivait pas. Et c'est vrai qu'on a eu plein de petits bugs, quoi. C'était l'effet Bonaldi sur 8 questions sur 10. C'était très drôle parce qu'elle répondait à côté. Et donc, on voit qu'il y a énormément, énormément de travail. J'ai d'ailleurs posé la question de savoir sur les conférences si c'était scripté ou non quand ils allaient sur des conférences. Mm. Et, alors, on avait déjà entendu dire que ça l'était. Et donc, ils m'ont confirmé qu'en effet, pour que ça se passe bien, etc., ils avaient les questions à l'avance et du coup, ils lui incrémentaient les réponses. Alors, ce ne serait pas du script, ce serait plus, on lui met toutes les réponses qui pourraient être posées par rapport aux questions. Moi, je pense que ça va au-delà Mm. de ça, c'est que c'est vraiment scripté pour éviter des Mm. débordements, parce que quand on voit comment sur des questions simples, elle tombe à côté, elle est loin de penser par toute seule, la petite mémère. Mais bon, Moi, si c'était je résume, mais si je résume ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en gros, ce truc-là, c'est original pour la température de la peau et le regard, mais le reste, il n'y a rien d'original. La partie mécanique, elle est nulle par rapport à l'état de l'art, et la partie dialogue, elle n'est pas meilleure que les chatbots, enfin les agents vocaux qui existent déjà sur le marché. Donc, non, j'arrive pas à comprendre en quoi ils sont meilleurs que l'état de l'art. mais Ils ils sont sont pas pas. vraiment meilleurs. Mais pour moi, pour que ce soit Paper, que ce soit toute la robotique qu'on voit à travers le monde, hein, Mm. ils sont pas meilleurs. C'est juste qu'ils ont su faire un super boss parce que ils sont allés sur la vallée de l'étrange de créer un robot et d'essayer de faire un humanoïde à la Blade Runner. Et ils ont fait des opérations de com, comme de Mm. lui donner une Mm. Mm. nationalité Mm. et autre. En Donc, Arabie Saoudite, il faut préciser quand même, hein. voilà, l'Arabie Saoudite, par exemple, et que en effet, sur un plateau télé, c'est vachement, ça fait un buzz monstre. Elle est allée chez Jimmy Fallon, elle est allée dans plein de grands shows télévisés Ouais, ouais. parce que ça fait la blague. Mais SoftBank a fait la même avec Nao et avec Pepper, avec des rencontres de politiques, avec des spectacles, avec la Robocop World. Et c'est une espèce de guerre de communication aussi de la robotique, de comment on va faire parler. Après, ils ont cette envie de créer un humanoïde réellement, comme chez Aldébaran et SoftBank, c'était de faire du robot de service. Après, ils ont tous des limitations, que ce soit dans l'intelligence, que ce soit dans le déplacement, et ça, on en avait parlé dans notre conf sur l'intelligence artificielle et la robotique, c'est que les robots ont des limites qui sont Mm. avec la batterie, ils pèsent lourd, il faut les déplacer, c'est pas évident. Que un corps humain est super bien foutu pour reconnaître les textures. On sait si on est sur un parquet, un carrelage ou un goudron, et on sait adapter, ou de la moquette, et on sait adapter la force qu'il faut mettre sur le sol et sur le pied pour pouvoir marcher là-dessus. Le robot, bah, il a encore du mal à détecter tout ça et il se casse la gueule la plupart du temps parce qu'il ne réinterprète pas. Donc, on Mm. a des projets.
Il y a des progrès faits, mais par bout. C'est sur la robotique. Alors si, on a Boston Dynamics par exemple. Là maintenant, ça peut sauter sur à peu près tout. Ça sait pas tomber un robot, c'est de la robotique dynamique. Ça recalcule en temps réel pour pas tomber. C'est super doué, mais par contre, bah, ils savent pas parler, ils savent pas attraper un truc, ils savent pas. Hmm. Et chacun bosse sur des bouts. Et peut-être qu'un jour, en mixant toutes ces technos-là, on va arriver Ouais, à ouais. faire un truc chiadé, mais on n'y Oui, est pas. tout ce qui est lié à l'élégance mécanique, à l'appréhension de tout ce qui est autour du robot, et effectivement le dialogue homme-machine Verre qui est pas encore transparent là, avec quoi. un liquide transparent, savoir que c'est du verre, que ça va être solide ou un verre en plastique qu'il ne faut pas écraser, mettre la bonne pression Hmm. juste au toucher et Hmm. remplir le verre d'un liquide transparent sans renverser. C'est un truc qu'on fait génialement les humains et c'est extrêmement compliqué Hmm. à implémenter dans un robot. Donc, Bah, on le fait parce qu'on l'a appris aussi quand on était enfant, hein. C'est ouais, mais le cerveau humain et le corps humain avec tous ces hmm. capteurs est une machine extrêmement Ouais. sophistiquée qu'on a du mal à reproduire pour l'instant. Ça viendra sûrement et ça va prendre du temps. Et on est très, 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 très loin des Terminators. À chaque fois qu'on voit les nouveautés de Boston, on se dit, ça y est, Terminator arrive, on est tous morts. Bah, pas du tout. On a encore vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Sinon, Bon, je moi, crois cette qu'on va semaine, s'arrêter là. j'étais aussi à la conférence Francis Zahi, là, de France Digital. Ouais. J'ai pas Alors, il va pu. falloir faire vite, Olivier, parce qu'on est déjà à Ouais. 25 minutes. On va Ah les ouais, ça saouler passe cette vite. Ouais, ouais. On semaine. va les tuer. Ouais, ouais. Bah, c'était une belle conférence. Il y avait beaucoup d'interventions extraordinaires de plein de chercheurs. Malheureusement, j'ai pas pu tout voir. Je suis obligé de regarder le replay pour décortiquer ce qu'il y avait, mais c'était de la bonne qualité en tout cas. Bon, Voilà. bah écoute, je vais aller voir ça parce que je l'ai raté du coup, puisque je n'étais Mm. pas là et il y a sûrement encore plein de choses à rattraper. Ok, Et ben écoute, on se retrouve peut-être dans un mois, peut-être on avant, verra. Ça dès qu'il dépend y de aura de l'actu. l'actu sur le Ça dépend de quantique. l'actu. Ouais. Bonne semaine, Olivier. Allez, Salut. bonne semaine. Au revoir.